Ravi de vous savoir au rendez-vous de notre grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. L'université d'Abomey-Calavi souffle ses 50 bougies et l'événement est célébré avec plusieurs activités. Les festivités ont commencé dans la matinée de ce vendredi sur le campus et plusieurs autorités, notamment des membres du gouvernement et des députés, ont rehaussé de leur présence l'événement. Nous dirons Idrissou Boukari et Rachidi et Soubero. Nous parlerons ensuite des plateformes relatives au système d'information sur les marchés agricoles et le système d'information et de formation technique. Elles ont été lancées officiellement hier jeudi, une initiative qui porte la marque du programme Approche communale pour le marché agricole au Bénin phase 2 et vise surtout à booster l'agriculture béninoise. Ingrid Der et Ouliata Sanoussi nous feront le point de la cérémonie de lancement officielle. Et puis la société béninoise de brasserie aménage le rond-point qui porte son nom à Papa à la sortie est de Cotonou. Les lieux offrent désormais un cadre attrayant grâce à l'engagement éco-citoyen de cette entreprise qui a le monopole de la fabrication de boissons au Bénin. L'infrastructure a été inaugurée dans l'après-midi d'hier jeudi en présence du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Donato. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Il y a 50 ans, la plus vieille université du Bénin, celle d'Abomey-Calavi, voyait le jour. Et pour marquer l'événement de la célébration de ces 50 ans, plusieurs activités ont été initiées sur le campus. Et tout a commencé dans la matinée de ce vendredi en présence de quelques membres du gouvernement et des députés à l'Assemblée nationale. Le point de la cérémonie avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubero. À la pose de la première pierre symbolisant sa naissance le 6 novembre 1970, son nom de baptême était l'université de Dahomey. 5 ans plus tard, le nom change et devient l'université nationale du Bénin. Et depuis 2001, l'université change d'identité et devient l'université d'Abomey-Calavi suite à la création de l'université de Parakou. Il y a donc 50 ans que cette institution universitaire est au service du développement du Bénin. Le chemin fut long et l'expérience irréprochable en matière de formation et de mise à disposition des ressources humaines au profit des structures publiques, privées et internationales. L'événement n'est pas passé inaperçu. Ce vendredi 6 novembre 2020, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance officiellement les manifestations marquant la célébration du cinquantenaire de l'université d'Abomey-Calavi. C'est le moment du bilan et des perspectives. Au titre de bilan à mi-parcours des 50 années d'existence de notre université, nous pourrions retenir la mise à disposition de l'administration béninoise et de la sous-région de ressources humaines de qualité, la mise au point des innovations matérielles et immatérielles pour le développement du Bénin, la promotion des enseignants-chercheurs aux différents grades du CAMES, l'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants et des étudiantes à travers le service des volontaires et la fondation UAC Startup Valley, la diversification des accords de coopération interuniversitaire et internationale. 50 ans de parcours avec des réformes de modernisation de l'université, une université citée parmi les meilleures de la sous-région. À l'horizon 2023, l'UAC veut être une université du 3e millénaire, autonome et ouverte sur le monde. L'occasion est bien choisie pour rendre hommage aux pionniers de la création de cette université, avec en tête le professeur Edouard Adianohou, premier recteur de l'université de Dahomey et de l'université nationale du Bénin. Avec l'effectif sans cesse croissant de ses étudiants, l'université d'Abomey-Calavi a encore d'importants défis à relever pour mieux répondre aux besoins de l'État. Avec un flux annuel sans cesse croissant avoisinant les 30 milliers d'étudiants aujourd'hui, l'université d'Abomey-Calavi se doit de répondre à des défis majeurs tels que une participation active dans le processus d'information, d'orientation des nouveaux bacheliers, dans la qualité des formations dispensées, l'accompagnement à l'insertion professionnelle, la gouvernance universitaire, la mise en place des structures de recherche répondant aux problèmes de la communauté, la mise en valeur des louables efforts à travers les recherches qui y sont distribuées et qui y sont faites, l'évaluation continue de la performance, la résilience de l'université face
aux crises telles que celle que nous vivons actuellement, la Covid-19. Symposium, témoignages, animations culturelles, jeux et loisirs. Le menu prévu pour ce 50e anniversaire est alléchant. Après le lancement officiel des festivités qui s'étendent jusqu'au mois de décembre prochain, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité les stands de l'exposition ouverte à l'occasion, puis a procédé à l'inauguration du monument marquant le cinquantenaire de l'université d'Abomey-Calavi. Vous l'avez compris, les festivités s'étendent jusqu'au mois de décembre prochain. Nous allons rester à l'université où des responsables étudiants envisagent la mise en place d'un nouveau type de partenariat entre eux et les responsables en charge des œuvres sociales. Et pour le faire, ils ont initié des journées d'échange sur la prévention des conflits en milieu universitaire. Des journées commencées en milieu de cette semaine à Abomey, dans la cité royale, sous les yeux de Imet Hélène Amousso, dont voici le compte rendu. Lutter sans faire de la violence dans le milieu universitaire, c'est l'objectif principal qui sous-tend l'organisation de cette rencontre. Les journées de prévention de conflits pour la préservation de la paix en milieu universitaire sont initiées par la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi. L'activité de ce jour regroupe les membres des bureaux des organisations estudiantines de l'UAC, à savoir la FNEB et l'UNSEB, de l'UNESTIM, que sont la FESTIM et la FEIA, et de l'UNLA, représentée par l'UNTEA. Chers responsables des organisations estudiantines, je voudrais compter sur votre sens de responsabilité et votre disponibilité pour faire de cette journée le point de départ d'une nouvelle ère de nos relations en faisant du dialogue le maître mot de vos revendications. Nous sommes très ravis que vous ayez pensé, vu votre parcours, à construire des leaders de type nouveau. Oui, des leaders des temps modernes qui leadent sans faire recours à la violence à travers cette activité qui vise à donner de nouvelles armes aux responsables étudiants pour faire face aux maux qui pourraient porter entorse au climat de paix en milieu universitaire. Cadre pour poser les nouvelles bases d'une collaboration responsable et bénéfique, l'idée de cette retraite à Abomey est soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette rencontre fait suite à celles qui se sont déroulées en vue de la reprise des activités des organisations estudiantines telles que définies par les nouveaux tests réglementaires. Au cours des travaux, invités et organisateurs vont réfléchir à l'instauration d'un cadre de concertation entre étudiants et autorités pour l'atteinte des objectifs visés. Vulgariser les tests réglementaires qui régissent les relations entre l'administration et les organisations estudiantines, échanger sur les droits et devoirs des étudiants vis-à-vis de l'administration, informer les étudiants sur les techniques de négociation et la culture de la non-violence. Grâce à votre participation responsable à de telles activités, l'histoire retiendra que c'est en votre temps qu'un nouveau type de partenariat entre responsables étudiants et responsables académiques et des œuvres universitaires sociales a pris son envol, caractérisé par la primauté du dialogue sur l'exercice aveugle de la violence, l'organisation d'activités à grand impact au détriment d'activités de villégiature, et j'en oublie. Prévue pour durer 3 jours, l'activité empreinte de responsabilité et de pragmatisme vise aussi à préparer les jeunes étudiants à une insertion professionnelle réussie et à y exceller. Ce rendez-vous constitue pour les participants de véritables tribunes d'exercice de développement personnel et de formation. Nous allons quitter l'université pour parler maintenant politique. Les partis éligibles au financement public sont désormais en possession de leur chèque. Ils sont 3 au total, l'Union progressiste, le Bloc républicain et le parti Force Cori pour un Bénin émergent à avoir bénéficié de ce privilège, symbolisé surtout par une enveloppe d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Et conformément à la loi sur le financement public, la cérémonie de remise des chèques s'est déroulée dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le compte rendu est signé ici Herman Parfait Anambossou et Henri Gantin. Des chèques grand format pour la remise symbolique des mains du président de la Sénat à chacune des délégations des 3 formations politiques éligibles au financement public. Une clé de répartition qui a tenu compte du nombre de députés et d'élus locaux de chaque parti politique avec au bout du rouleau l'Union progressiste
qui s'en sort pour plus de 590 millions de francs CFA. La remise de ce chèque nous engage à d'autres responsabilités. Et le président de la Sénat l'a confirmé, affirmé, et tout à l'heure, il nous parlait déjà des dispositions prises par la Sénat pour aller au contrôle. Et ce ne serait certainement pas seulement la Sénat, c'est d'autres institutions de la République qui viendront contrôler l'utilisation des fonds qui sont mis à notre disposition. Au niveau de l'Union progressiste, on a pris les dispositions pour que les fonds même collectés au niveau des militants soient gérés suivant les règles définies par les tests en vigueur en République du Bénin. 505 millions pour le bloc républicain. De mémoire de politiciens, on n'a jamais eu un financement de partis politiques. Donc c'est la première fois, la toute première fois que nous recevons ce pactole-là. Ça veut dire que le système partisan est bien en route dans notre pays de Bénin. Donc je profite de cette occasion pour féliciter toute la classe politique béninoise. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter le gouvernement, parce que c'est par la volonté du gouvernement que ce montant a pu être décaissé. Et la force Corée pour un Bénin émergent qui devra se contenter de 103 millions de francs CFA. Évidemment, le chèque n'est pas grand. Nous pensons que prochainement, on va recevoir grand, parce que ça nous amène à travailler. Donc, ce que nous avons reçu, c'est pour permettre la formation de nos militants, la restructuration du parti et aussi comment préparer les élections qui s'annoncent. Donc, c'est le moment pour moi ici de féliciter tous les militants du parti et leur dire que le parti est avec eux et que nous ferons tout pour que ces élections-là qui viennent là se passent bien. Ces différentes sommes ne représentent que 80% des sommes totales dues aux formations politiques dans le cadre de cette opération. Le président de la Sénat rappelle à l'attention des délégués des partis politiques présents les procédures de gestion des fonds publics. Il est aussi important de mentionner que les partis bénéficiaires de ce financement sont soumis aux procédures de gestion des fonds publics ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Alors, tout manquement à la bonne gestion de ces fonds entraîne ipso facto la perte du bénéfice du financement sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. L'appui financier aux partis politiques vient compléter les ressources propres. Une destination bien connue, dépenses de fonctionnement, éducation civique, sans oublier la participation aux consultations électorales. Encore un nouvel exploit du service d'intervention rapide de la douane béninoise des départements de l'Atlantique et du littoral. Le commandant Marcelin Laourou et ses éléments viennent d'interpeller une douzaine d'individus trafiquant des produits d'hydrocarbures. Et l'opération de démantèlement s'est effectuée à Gon, dans la commune de Tofo. Et les indélicats ont été présentés hier à la presse. Nous allons faire ici le point avec Akime Ousseni et Rachidi Soubero. L'opération tient du flair et de l'efficacité des hommes de l'inspecteur des douanes, Marcelin Laourou. Il n'y a plus de déversement possible de marchandises en transit sans qu'on les prenne. C'est fini ça. Partout ils vont chercher à frauder. En tout cas, la douane, avec nos partenaires, on est là pour mettre la main sur eux. Il faut qu'ils arrêtent dès cet instant. Nous sommes à Tofo, département de l'Atlantique, et dans ce parking situé à Agon. Et non autorisé s'opère un siphonnement des camions-citernes, fort curieusement, en transit vers les pays de l'Interland. Le liquide récupéré est mis en consommation sur le territoire national. Ces marchandises qui devaient sortir du territoire douanier ont été cachées dans le parc que vous voyez et le carburant a été siphonné et vendu aux Béninois. En réalité, pour pouvoir prélever en temps normal, il faut rompre le plomb. Mais voilà les gens qui ont pu réfléchir et sans même rompre le plomb, ils arrivent à soutirer le carburant. C'est des pratiques que les chauffeurs ont l'habitude de faire. Ce n'est pas pour leur première fois. 12 camions-citernes de 45 000 litres chacun sont au cœur de cet acte répréhensible. Les auteurs et co-auteurs ont été pris en flagrant délit dans la nuit du mardi au mercredi.
Le service d'intervention rapide Atlantique littoral de la douane béninoise garde les yeux grands ouverts. Cette manière d'opérer est finie désormais. La douane, on ne dort pas. S'ils sont là à 2 heures, on est là. La preuve est que c'est à 2h11 qu'on les a pris. Ce cas, il y a un cumul d'infractions. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il y a infraction douanière, il y a infraction de droit commun, qui est une corruption active. L'argent qu'ils nous ont proposé, on a pris l'argent, c'est là, puisqu'il y a la procédure judiciaire, je ne vais pas vous donner le montant. L'argent se trouve avec l'officier de police judiciaire qui est en train de faire la procédure. Sur place à Agon, aux côtés de l'inspecteur Marcelin Laoro, le receveur douane hydrocarbures Cotonou. S'il devait dédouaner ces produits-là qui sont en train de brader sur le territoire national, il doit dédouaner un seul camion à 8 600 000. Et ici, c'est les véhicules de 60 000 litres, les droits vont jusqu'à 11 500 000. Et imaginez, si nous avons de ces genres de camions, des centaines par jour, imaginez ce que l'État béninois perd. Cette opération de démantèlement menée par le service d'intervention rapide Atlantique littoral de la douane béninoise fera place à une poursuite judiciaire. Les 12 camions arraisonnés ont été conduits à Cotonou. Les auteurs et co-auteurs répondront de leur portrait devant les juridictions compétentes. Voilà, vous allez excuser le tour, sinon l'angle de chute de ce élément. Au détour de cette sortie médiatique, l'inspecteur des douanes Marcelin Laoro a saisi l'occasion pour rappeler aux usagers le délai légal de retrait des marchandises objet de saisie des agents de douane. 15 jours et pas plus. Autrement, c'est la confiscation d'office en dépôt et il s'ensuit une vente aux enchères publiques. Suivez ici Marcelin Laoro. En matière douanière, les marchandises que nous saisissons, si les gens ne viennent pas retirer ça dans un délai de 15 jours, c'est la confiscation d'office. Conformément à l'article 280, toute marchandise qui est saisie et le propriétaire ne vient pas retirer dans un délai de 15 jours, il y a ce qu'on appelle la confiscation d'office en dépôt. C'est-à-dire qu'après 15 jours, la marchandise ne vous appartient plus, l'État va faire la procédure pour vendre ça aux enchères publiques. C'est pourquoi je voulais profiter pour dire, ceux qui ont des véhicules au niveau du service d'intervention rapide, Atlantique littoral, ceux qui ont les motos, ceux qui ont toutes sortes de marchandises que nous avons saisies, s'ils ne viennent pas les retirer dans un délai de 15 jours, nous allons les vendre aux enchères publiques. Nous ne sommes pas un dépôt ordinaire où les gens pensent que ça va faire 6 mois. Dans les saisies, en ce qui concerne les services régionaux de lutte contre la fraude, c'est 15 jours. Et je voudrais que la population sache, si quelqu'un ne vient pas, l'article 280, 5e tiret, c'est constitution d'office. C'est-à-dire que pour que la marchandise entre dans le patrimoine de l'État, on n'a pas besoin de faire une procédure judiciaire avant de faire la confiscation. C'est pour la vente maintenant qu'il faut faire la procédure judiciaire. Donc après 15 jours, 16e jour, l'État peut vendre. Voilà des propos qui ont valeur d'avertissement. Parlons maintenant des plateformes SIM, entendez, système d'information sur les marchés agricoles, et SIFT, système d'information et de formation technique. Elles ont été lancées hier jeudi et l'initiative porte la marque du programme Approche communale pour le marché agricole au Bénin. Phase 2 vise surtout à booster l'agriculture béninoise. Compte rendu Ingrid Day et Ouliat Sanoussi. Le système d'information sur les marchés agricoles SIM et le système d'information et de formation technique SIFT. Ce sont là les deux plateformes TIC 4AC lancées par le programme ACMA 2, entendez approche communale pour le marché agricole au Bénin, phase 2. En procédant au lancement du SIM et du SIFT, le programme met ainsi à la disposition des acteurs économiques agricoles les informations des marchés, les bonnes pratiques, les informations sur le climat et bien d'autres solutions pouvant contribuer à l'amélioration de la productivité agricole. J'apprécie la dynamique du programme ACMA 2 dans la mise en place d'une plateforme TIC pour l'agriculture et je voudrais suggérer dans ce sens à l'équipe de coordination du programme de maintenir le contact avec mon département ministériel afin d'identifier les synergies pour renforcer le dispositif national de promotion de l'agriculture. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin
Le programme ACMA 2 est exécuté par International Fertilizer Development Center en consortium avec Care International Bénin Togo et l'Institut Royal des Tropiques. Il prend en compte 28 communes réparties dans les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Zou et des collines intervenant dans les chaînes de valeur ajoutée des filières agricoles telles que le palmier à huile, le maïs, le soja, l'arachide, le piment, le manioc et le poisson. Avec le financement du programme ACMA 2, l'ambassade des Pays-Bas au Bénin veut contribuer à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, à l'accroissement durable du revenu des producteurs et transformateurs agricoles et commerçants des produits agricoles, et en particulier les jeunes et les femmes. Je voudrais en ces instants précis exprimer de manière solennelle ma profonde reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement soutenu qu'ils ne cessent d'apporter à notre pays, le Bénin, dans sa marche irréversible pour la promotion et le développement des chaînes de valeur compétitives qui impactent positivement le bien-être de nos populations et de tous les acteurs économiques du secteur agricole. Saisissant cette occasion, les initiateurs ont récompensé les lauréats de l'hackathon dénommé AgriNov 229, innové pour l'agriculture béninoise, au terme de 3 jours de compétition. Ce challenge s'inscrit au nombre des activités TIC du programme ACMA 2 et vise à susciter l'intérêt des startups TIC pour le développement des solutions innovantes afin de répondre aux contraintes majeures rencontrées par les acteurs économiques des pôles d'entreprises agricoles. En somme, innover pour l'agriculture béninoise. Direction Parakou, la ville abrite depuis hier jeudi le 2e salon agricole et financier, une occasion d'échange et d'opportunités d'affaires dont le programme prévoit plusieurs panels et des masterclass pour les participants. L'événement dure 2 jours et s'organise dans le strict respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Suivez ici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture. Le geste qui lance officiellement la 7e édition du Salon agricole et financier AgriFinance. Révolutionner le financement des chaînes de valeur agricoles pour mieux contribuer à l'atteinte des ODD, c'est le thème de cette édition délocalisée à Parakou. Une occasion d'échange, de partage autour des panels et des expositions pendant 48 heures. L'importance de l'événement qui va nous réunir pendant ces 2 jours n'est plus à démontrer, en ce sens qu'il contribuera à créer les conditions d'un accès facile des acteurs des chaînes de valeur agricole aux connaissances et au marché financier et marché non financier, à travers bien sûr les conférences, les panels, les expositions, les rencontres B2B et j'en passe. Cet événement est un grand rendez-vous d'affaires et d'opportunités autour de l'agriculture selon les organisateurs. Ils se réjouissent d'ailleurs du choix porté sur la ville de Parakou pour abriter ce 2e salon agricole et financier. Le menu que nous vous proposons est très consistant avec au programme 2 jours d'exposition par une trentaine d'institutions financières, des structures de fourniture de services, de support et d'encadrement. 3 grands panels sur les mécanismes de financement public et ceux disponibles dans les filières prioritaires du pôle 4, des défis et opportunités liés à la mise en marché des produits agricoles au sein du pôle 4. Mécanismes d'accompagnement public dans le secteur de l'agriculture, les mécanismes de financement des filières prioritaires du pôle de développement cas des filières Anacarde, Karité et Soja sont entre autres panels pour lesquels les participants sont conviés. Ce 2e salon agricole et financier Parakou 2020, soutenu par plusieurs partenaires, notamment la GIZ, DIDRAS, SNV et FNDA. En acceptant de parrainer cette édition, le FNDA a voulu engager ses partenaires de toujours, les partenaires stratégiques que sont les agences territoriales de développement agricole, les ATDA, à faire de ces cadres d'échange décentralisés des occasions d'information des acteurs agricoles de leur pôle de développement respectifs. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers l'Agence territoriale de développement agricole pôle 4, offre cette opportunité à ne pas rater pour les populations béninoises.
Sur tout un autre plan, le projet Prévention des violences basées sur le genre, protection et autonomisation des filles et femmes en temps de pandémie et de Covid-19 sera bientôt une réalité au Bénin. L'annonce a été faite hier jeudi par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et l'ambassadrice du Canada au Bénin. Précision, Ingrid Day et Ali Moumouni. C'est un renfort de taille dont bénéficie le Bénin en cette période de crise sanitaire mondiale. L'appui dont il est ici question vient du Canada au profit des filles et femmes béninoises. C'est à travers le projet dénommé Prévention des violences basées sur le genre, protection et autonomisation des filles et femmes en temps de pandémie de Covid-19. L'annonce ainsi faite, le projet sera mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Selon les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2017-18, 27% des femmes et filles de 15 à 49 ans subissent des actes de violence physique. Nous savons aussi que la pandémie de la COVID-19 augmente les violences basées sur le genre, surtout envers les femmes et les filles. Les filets et les réseaux de sécurité sociale formels et informels dont de nombreuses femmes dépendent pour leur soutien sont maintenant affaiblis en raison de la COVID-19 qui réduit la mobilité physique et l'accès à ces appuis importants. C'est dans ce contexte que j'ai l'honneur de vous annoncer, et voilà vient l'annonce, que le Canada fournira une contribution de 5 millions de dollars canadiens, soit plus de 2,1 milliards de francs CFA, à la mise en œuvre d'un nouveau projet afin de répondre aux besoins des femmes et des filles dans le contexte de la COVID-19. Le projet prend en compte les départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou ainsi que de l'Atlantique et s'étend sur 24 mois. Il vise à renforcer les services d'accompagnement et de référence des filles et femmes victimes de violences basées sur le genre, à intensifier les efforts de prévention et à favoriser l'innovation pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents et jeunes filles. Une telle initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon, qui est donc résolument engagé pour la protection des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre. Et Madame l'ambassadrice, votre visite en elle-même est porteuse du symbole de ce renforcement pour une lutte qui, je pense, sera certainement gagnée. Je voudrais saisir l'occasion de votre visite, de cette annonce très forte, pour vous réitérer également la détermination de notre gouvernement à enrayer définitivement ce fléau qui est une entrave sérieuse à l'épanouissement des femmes et des filles. Au cours de la cérémonie d'annonce du dit projet, des témoignages sont faits par des jeunes filles venues de différentes associations. Elles ont à l'occasion partagé avec l'assistance leur situation actuelle en cette période de Covid-19 et les actions menées en réponse à la pandémie. Nous allons retourner au nord du Bénin et poser maintenant nos valises à Djougou. Ici, l'association Alpha Taka au service de la communauté vole au secours des femmes démunies. Avec l'aide de son partenaire coïtien Al-Hidaya, cette association a offert aux femmes des machines à coudre. Objectif, œuvrer pour l'épanouissement des bénéficiaires. Voici les détails avec Abdou Sabi Drissou et Abdou Raouf Yahaya. L'association Alpha Taka au service de la communauté poursuit ses œuvres caritatives en collaboration avec la mairie de Djougou. Elle vient gracieusement offrir 50 machines à coudre à ces femmes issues des familles défavorisées. Une œuvre charitable rendue possible grâce à son partenaire Al-Hidaya, une association coïtienne de charité qui apporte son appui aux couches démunies. On a aidé des gens dans notre communauté. Aujourd'hui, c'est le tour des femmes parce que nous avons vu que la société, c'est d'abord la femme. Raison pour laquelle l'association Alpha Taka, en collaboration avec la mairie, nous avons opté pour cette activité ce jour. Nous l'espérons bien que ces machines vont les aider à s'épanouir. L'épanouissement de la femme et son autonomisation
Préoccupe à plus d'un titre cette association qui n'a pas lésiné sur les moyens pour acquérir ce matériel. Un matériel pour soutenir ces femmes venues des départements de la Takora, du Borgou et bien évidemment de la Donga qui, faute de moyens, peinaient à créer leurs ateliers de couture. J'ai déjà mon diplôme de couture depuis 2013. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas encore eu de machine. Aujourd'hui, on nous a donné les machines à coudre. Je suis très fière de cette machine-là parce que ça va m'aider à travailler, ça va m'aider à avoir au moins un peu de moyens pour pouvoir me nourrir de moi-même. Vraiment, je voudrais remercier les personnes, les initiateurs de cette activité. Je voudrais que vous utilisiez très bien ce matériel pour que les autres filles qui n'ont pas eu la chance d'être ici ce matin puissent aussi bénéficier un jour de cette grâce. Cette action sociale est aussi saluée par l'autorité communale qui a saisi l'occasion pour formuler une doléance à l'endroit des donateurs. Monsieur le président d'Al-Fataka, je voulais vous dire merci, merci infiniment pour avoir pensé à ces femmes-là. Je voulais aussi remercier vos partenaires. Nous avons des problèmes de latrines dans la commune. Il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de latrines. Nous avons besoin de latrines publiques. C'est mieux de nous donner ces latrines publiques qui vont faire que notre cadre de vie sera assaini. Cette association créée depuis 2017 œuvre inlassablement pour le bien-être des populations à travers diverses actions dont le forage des puits. Du département de la Donga, rendons-nous dans celui du Koufo pour évoquer la tournée statutaire du préfet après les communes d'Aplahoui et de Djakotomé. Christophe Megbeji s'est rendu à Koulekame et avec les populations, l'autorité préfectorale a discuté de plusieurs thématiques, notamment la sécurité, l'éducation, l'hygiène et l'assainissement. Geoffroy Mensan pour le compte rendu. L'exercice est désormais rentré dans ses habitudes. Chaque année, à travers sa tournée légale des communes de son territoire de compétence, Christophe Megbeji retourne dans sa commune natale, Koulekame, dans la peau d'autorité de tutelle des maires du Koufo. Maire de cette commune, située au sud-ouest du Bénin de 2002 à 2016, soit près de 14 ans, Christophe Megbeji est accueilli par le nouveau conseil exécutif communal qui a pris les rênes de la commune à l'issue des élections communales et municipales d'avril dernier. Christophe Megbeji et sa délégation n'ont d'ailleurs pas hésité à leur prodiguer des conseils. De façon ramassée, je peux vous dire que la présence du préfet dans notre commune d'aujourd'hui est une grande joie pour moi parce que c'est la toute première fois que j'assiste à cette tournée-là. Donc en tant que maire, je voudrais donc remercier le préfet et toute sa délégation pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Et ceci va véritablement donc dans le sens du développement de notre commune. Premier et unique préfet de ce département depuis sa séparation avec le Mono, Christophe Megbeji et des membres de la conférence administrative départementale CAD du Koufo ont également échangé avec les acteurs au développement de la commune de Koulekame sur des thématiques telles que la mobilisation des ressources propres, l'éducation et l'hygiène et l'assainissement. C'est la question de l'absentéisme des enseignants à l'école. Et ce phénomène que nous constatons n'était pas un phénomène connu les années antérieures. Mais comme c'est un constat qui se fait, de notre côté, nous allons prendre nos dispositions pour enrayer ce phénomène. Si un enseignant n'est pas présent au cours, le premier à le savoir, c'est le chef de village, c'est le conseiller, membre du conseil de village. Celui qui doit être saisi en même temps, c'est d'abord le CA. Le CA, en même temps, informe monsieur le maire. Le maire remonte l'information vers la préfecture. Et en même temps, le DEDAM ou le DEDEPS est interpellé par le préfet. La question des aspirants, c'est un dossier qui est en cours. Je vous rassure qu'à ce niveau, il y a un travail méthodique qui est en train d'être fait. Ceux qui, jusque-là,
ne sont pas encore redéployés, ils n'ont qu'à attendre les autres listes. Tous ceux qui sont dans la base, comme le chef de l'État l'a dit, seront redéployés. Pour ce qui concerne les questions liées au balayage selon les femmes, nous avons déjà pris l'engagement d'accompagner ces femmes-là parce que nous devons vivre dans un cadre vraiment sain. Je voudrais vous rassurer de mon accompagnement total et de celui de tous les membres de la conférence administrative départementale dans la réussite de la mission républicaine qui vous est confiée. D'une superficie de 250 km², la commune de Koulékamé a, selon un recensement de 2013, une population de 128 597 habitants. Elle est constituée de 8 arrondissements, 51 villages et 10 quartiers de ville. Merci à Geoffroy Messan pour les caractéristiques de cette commune. Dans le département du Zou, en revanche, le ministre des Sports est allé visiter le chantier de construction du stade d'Abomey. Là, nous sommes dans la cité royale et Osvaldo Meki a vu les travaux avec un léger retard, si l'on se réfère bien sûr au calendrier réaménagé. Et pression a été mise sur les responsables de l'entreprise en charge des travaux pour une livraison à bonne date du chantier. Imet, Hélène Amoussou et Georges Vaudenon ont été nos témoins oculaires. Voici leur compte rendu. En retard de plusieurs mois, le projet de construction des stades au Bénin a connu récemment un réaménagement dans le calendrier d'exécution des travaux. Quelques semaines avant la fin du nouveau chronogramme, Osvaldo Meki est allé constater l'évolution des travaux. Sur le chantier de construction du stade Omnisport d'Abomey, le ministre des Sports a pu aussi s'enquérir de la qualité de l'infrastructure en construction et des dispositions prises par l'entreprise pour l'achèvement à bonne date des travaux. L'entreprise se bat pour pouvoir s'en sortir, pour livrer les travaux de qualité dans un délai très, très bref. Aujourd'hui, nous sommes à environ 85% du taux d'exécution physique sur le site d'Abomey. Cette difficulté qu'on évoquait, c'est Covid-19, mais avec la gestion de cette pandémie avec le gouvernement, je crois quand même que l'entreprise a pu importer déjà les matériels nécessaires qui devaient venir de l'Europe pour les travaux. La descente à Abomey est l'une de la série entamée par d'autres localités. Pour cette première phase du projet, le gouvernement a prévu la construction de 22 stades de normes internationales. La qualité de l'ouvrage en cours de réalisation doit être donc irréprochable, a souligné le ministre. Le chef de l'État a voulu que nous prenions beaucoup de précautions et cela a été fait avec le soutien du ministère du cadre de vie et des autres collègues du gouvernement. Nous avons veillé à ce que la qualité des infrastructures, la qualité du béton, la qualité des aires de jeu soit vraiment confortable pour pouvoir, vous le savez, inscrire notre pays aussi sur la liste des pays disposant d'infrastructures pouvant accueillir des compétitions internationales. Donc sur ce plan, on n'a pas de problème. L'essentiel, c'est plus de célérité pour que vraiment ce stade soit délivré pour le bonheur des populations d'Abomey en particulier. Ce qui est évident, c'est que ces 22 stades qui sont prévus dans la première phase du programme d'action du gouvernement seront délivrés dans ce mandat et une fois encore, nous appliquerons les sanctions nécessaires si les délais contractuels ne sont pas respectés. Mais dans tous les cas, les Béninois peuvent être certains tous les 22 stades seront délivrés et nous en rendons compte. Outre le contrôle du chantier, la démarche du ministre des Sports vise à mettre la pression sur les entreprises qui ont à charge la réalisation des ouvrages. Ces dernières sont appelées à se conformer au nouveau chronogramme et à livrer le plus rapidement possible les infrastructures. Pour mettre un terme à cette édition, parlons de la société béninoise de brasserie. Cette entreprise a aménagé le rond-point qui porte son nom à Papa, à la sortie est de Cotonou. Et désormais, les lieux offrent un cadre attrayant à tout passant. Le coin aménagé a été inauguré dans l'après-midi d'hier jeudi en présence de plusieurs personnalités au nombre desquelles le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier et Tonato Ali Moumouni. Voici le visage que présente aujourd'hui le carrefour Sobebra à l'est de Cotonou. Les lieux ont connu une métamorphose grâce à l'engagement éco-citoyen de la société béninoise de brasserie. En modernisant ce rond-point, c'est aussi un symbole que nous voulons donner et un engagement que nous prenons dans la continuité de ce qui est fait dans la ville de Cotonou pour l'embellissement de cette ville et
bien évidemment, on le sait tous, on le voit au quotidien. Quand on évolue dans un environnement qui est propre et organisé, on a tendance à le maintenir propre et organisé. Au total, 1660 mètres carrés ont été aménagés pour un investissement d'environ 50 millions de francs CFA. Au centre du carrefour, il est même posé sur un socle en béton paré de pierres taillées, une cuve en cuivre recyclé. C'est cette cuve que nous avons dans notre jargon coutume d'appeler une cuve à grains cuits qui illustre notre métier tel qu'il était pratiqué par nos ancêtres. La pierre de taille sur laquelle cette cuve est posée, c'est notre ancrage local, notre attachement au Bénin. Les plantations autour, cette nature fragile qui doit être préservée. Et enfin, le chemin de marche qui a été créé, c'est le bien-être des visiteurs, de la population, des hommes et femmes qui viendront découvrir cette enceinte. C'est un chemin très difficile pour les entreprises qui recherchent le gain facile. Quand on sait l'environnement commercial et concurrentiel difficile que la Sobeba a traversé il y a quelques années, prendre le chemin de l'éco-citoyenneté peut relever de l'audace. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour saluer cet effort d'embellissement de la ville de Cotonou par l'aménagement du carrefour de la Sobebra. Un carrefour entièrement rénové qui participe à l'embellissement de la ville de Cotonou. À en croire le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, cet effort de l'entreprise converge avec la vision du régime en place d'assainir le cadre de vie des populations. Ce carrefour complète si bien le projet de modernisation de la voirie de l'assainissement de Cotonou qu'on appelle l'asphaltage. Il est totalement cohérent avec le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, la protection côtière et tout l'aménagement balnéaire qui va se déployer à la plage de l'ex-zone industrielle de Cotonou. C'est la deuxième fois que la Société béninoise de brasserie fait parler sa vocation d'entreprise éco-citoyenne à ce carrefour. En 2014, la Sobebra avait réalisé à ce carrefour un aménagement paysager et des jardins publics avec un investissement de 84 millions de francs CFA. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous.